Bonjour, bienvenue au Cybertalk. Je reçois aujourd'hui le général Marc Watin-Augouard, ancien inspecteur général des armées gendarmerie. Bonjour général. Bonjour. Vous venez juste de quitter vos fonctions au sein de la gendarmerie nationale après une grande et belle carrière au cours de laquelle vous avez été amené à travailler sur les phénomènes de cybercriminalité. En 2007, alors que vous commandez la gendarmerie pour la zone de défense Nord, vous créez même un symposium dédié à ces questions, le Forum international sur la cybercriminalité de Lille, à un moment où, il faut bien l'avouer, ces questions suscitaient beaucoup moins d'intérêt qu'aujourd'hui. Vous avez donc eu une véritable démarche de visionnaire qui fait de vous un des experts de ces questions et nous sommes particulièrement heureux de vous accueillir dans le Cybertalk. Première question, qui dit gendarmerie nationale dit, entre autres, ordre public. Pensez-vous que la création d'un ordre public dans le cyberespace soit une utopie ou une nécessité ? C'est une nécessité, assurément. Parce que tout espace conquis par l'homme est d'abord un espace vécu comme un espace de liberté. L'espace terrestre était d'abord un espace de liberté, la ruée vers l'autre, la conquête de l'Ouest, l'espace maritime, l'espace aérien. Et rapidement, on voit que sur cet espace de liberté arrivent les guerriers, arrivent les prédateurs. Et donc, si on ne règle pas cet espace, si on ne l'organise pas, eh bien, à un moment donné, c'est la loi du plus fort, c'est le plus faible qui est la victime. Et donc, il faut trouver un juste équilibre entre l'ordre et la liberté. Et l'ordre public, par construction, par définition, assure justement cet équilibre entre l'ordre et la liberté. Simplement, la difficulté à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui, c'est que, autant sur l'ordre public terrestre, on avait une organisation très unitaire, avec le pouvoir réglementaire, Premier ministre, les préfets, les maires qui pouvaient agir, avec des forces de sécurité qui pouvaient agir. Aujourd'hui, cet ordre public fait appel à des intervenants extérieurs, non régaliens, par exemple les fournisseurs d'accès, les hébergeurs, les opérateurs et bien d'autres acteurs qui ne sont pas publics, et ce qui oblige aujourd'hui à composer cet ordre public avec des personnes privées, avec d'autres acteurs que ceux de l'État ou les acteurs des collectivités territoriales. Donc vous voyez, déjà c'est quelque chose de plus compliqué, c'est pas d'une utopie, mais c'est plus compliqué. Et ce qui est plus compliqué encore, c'est que l'ordre public ne peut pas être simplement national, franco-français, mais il doit être international. Or, aujourd'hui, les normes internationales, d'abord, sont peu nombreuses. Je ne connais que la Convention européenne du Conseil de l'Europe sur la cybercriminalité de 2001. Encore, a-t-elle été ratifiée que par 42 pays. Donc vous voyez qu'on est dans une situation où on sent bien la nécessité d'organiser, de faire en sorte que les mouvements terroristes, les mouvements de la criminalité organisée ne prennent pas ce territoire et se l'approprient pas à des fins criminelles. Mais en même temps, on voit bien toutes les limites et la complexité de cette démarche. On a mis beaucoup de temps pour créer un ordre public en mer, et encore, la convention de Montego Bay, qui est récente, qui est de un peu plus d'une trentaine d'années, à peu près une trentaine d'années, eh bien, elle n'est pas encore arrivée à son terme. Mais on voit qu'aujourd'hui, il faut aller très vite dans la création de l'ordre public sur le cyberespace, parce qu'en fait, les technologies avancent avec une telle vitesse que nous voyons que nos systèmes régaliens classiques sont toujours à la traîne, sont toujours en retrait par rapport aux exigences qui sont celles des technologies nouvelles. Justement, la cybercriminalité explose, les réseaux se métamorphosent, se professionnalisent. Le Point vient de faire paraître un article intitulé « Et si Al Capone avait eu un ordinateur ?» À votre avis, la cybercriminalité est-elle ou sera-t-elle la criminalité du XXIe siècle ? Assurément. Et si Al Capone avait un ordinateur, il aurait été suffisamment intelligent pour attaquer immédiatement sur le cyberespace et pas pour commettre les crimes et délits qu'il a commis autrement. Pourquoi ? Parce que vous avez un parallélisme entre l'histoire de la société vue sous l'angle économique et l'histoire de la criminalité et de la délinquance. Au début, une société primaire, agricole. On tue, on vole, on viole, on prend en esclavage, on blesse, mais il y a peu de biens, il n'y a pas grand-chose. Donc ce sont essentiellement les personnes qui sont victimes. Dès qu'on va créer une société avec de secondaire, avec des industries manufacturées, on va produire des biens, donc on va voler, on va détruire, on va dégrader. Et il va y avoir un arbitrage du criminel qui va estimer qu'un tuant Abel, c'est mal perçu par la population, c'est très réprimé par le code pénal. En revanche, aller
s'attaquer au bien, c'est mieux, c'est moins risqué, et ça rapporte plus. Arrive le tertiaire avec société de services, alors là, la criminalité et la délinquance va glisser vers l'intelligence, les infractions en col blanc, la criminalité intelligente, le blanchiment, les faux, les escroqueries, tout ce qui aujourd'hui donc est assez complexe à mettre en évidence parce que ce sont des infractions complexes et que les magistrats, les équipes d'enquêteurs de police et de gendarmerie mettent beaucoup de temps. Et quand on prend un escroc, souvent il prend moins en termes de sanctions pénales par rapport aux gains qu'il a pu gagner. Donc il y a toujours un arbitrage. Or nous sommes rentrés dans une société du quaternaire. C'est la société, l'ère numérique. Et dans cette société du quaternaire, nous voyons un glissement, et si nous ne le voyons pas, c'est grave, un glissement des infractions à caractère matériel vers les infractions qui porte sur l'immatériel. Et l'immatériel, c'est tout ce qui est généré, justement, par cette société numérique. Alors, on a les infractions classiques qui portent sur les systèmes de traitement automatisé de données, mais on a aussi toutes les infractions de contenu, toutes les infractions qui sont favorisées, qui sont, comment dirais-je, amplifiées grâce ou à cause du cyberespace, notamment à cause d'Internet. Et moi, je crois que là, on est dans un domaine qui va incontestablement prendre de l'importance. Il le prend déjà parce que les délinquants sont intelligents, ils font un arbitrage. Mon juge n'a jamais été aussi loin de moi sur le cyberespace, ma victime n'a jamais été aussi proche de moi. Le résultat financier que je peux escompter n'a jamais été aussi possible et aussi important. Le risque pénal n'a jamais été aussi faible. Et cela veut dire qu'aujourd'hui, si on prend en compte cette révolution du cyberespace et cette révolution du numérique, il faut qu'on change les organisations, les profils, les recrutements, les modes d'action de toute l'administration française, de tous les services enquêteurs, des magistrats, des avocats. Enfin, tout le monde doit se reconfigurer par rapport aux enjeux du cyberespace. Si on ne le fait pas, alors Al Capone va gagner. Le rôle de la gendarmerie nationale s'inscrit véritablement dans le cadre de ce que l'on appelle le continuum défense-sécurité. Comment se manifeste ce continuum dans cet espace particulier qu'est le cyberespace ? Eh bien, d'abord par construction. Parce que le cyberespace ne sait pas faire la distinction entre les espaces civils et les espaces militaires. Par construction, c'est une toile, c'est un maillage mondial. Et lorsque vous transitez des informations, faites transiter des informations par le cyberespace, ne serait-ce que par le réseau Internet, eh bien, il ne sait pas toujours que c'est du civil ou c'est du militaire. Et donc, il y a une espèce de mélange complexe de ces informations dû au fait de la construction même du cyberespace. Je crois que la deuxième explication, c'est que lorsqu'on fait par exemple une attaque par déni de service, c'est-à-dire qu'on sature un ordinateur, on peut le faire avec une vision criminelle, avec un but financier. Par exemple, vous attaquez le serveur d'une entreprise qui travaille en commerce, qui fait du commerce en ligne, eh bien, c'est un mode d'attaque avec des armes, avec des ordinateurs zombies, une attaque par DDoS, comme on dit, botnet, et le but, c'est un but criminel. Vous faites la même chose avec l'intention de terroriser la population, de désorganiser de manière éventuellement conjointe avec une attaque terroriste parallèle. Eh bien, là, vous êtes dans une attaque de même nature, avec les mêmes moyens. C'est la finalité qui change. Et quand vous êtes dans une attaque type Tallinn, l'Estonie en 2007 ou la Géorgie en 2008, c'est le même mode d'attaque. Simplement, c'est l'ampleur, c'est la nature des cibles qui change et c'est l'intention politique qui apparaît. Donc vous voyez que dans le continuum, c'est souvent c'est le même mode d'action. Ce qui va changer, c'est la finalité, l'ampleur. C'est-à-dire qu'en fait, on peut avoir un petit bidouilleur qui va attaquer un serveur pour obtenir quelque chose, mais à côté de ça, on va avoir une organisation. Ça peut être par exemple proche d'une armée qui serait populaire, qui serait de libération, et qui là travaille avec 20 000 personnes pour attaquer des systèmes. Donc les méthodes, les moyens sont les mêmes. Dans le système antérieur, le gangster avait son 1143, le guerrier avait son char. Eh bien aujourd'hui, on a une sorte de réduction de la distance entre les armes utilisées, qui sont souvent les mêmes. Et donc il faut aller chercher l'intention avant de regarder les modalités.
Écoutez, Général, merci infiniment d'avoir répondu avec autant de passion à nos questions. Comme disent les gens de la mer, nous vous souhaitons bon vent pour vos nouvelles fonctions au sein de la direction du FIC de Lille, qui se déroule chaque année en janvier. Merci à vous de nous avoir suivis et à bientôt pour un nouveau Cybertalk.